Bien le bonjour, on se retrouve pour le deuxième épisode de cours cours d'introduction à la philosophie. Cours pour les premières générales ou les premières bac pro qui vont avoir de la philo l'année prochaine peut-être pour qu'ils aient des notions en rentrant. Mais c'est pas exhaustif. Alors, on va continuer sur Aristote, qui a vécu de 384 à 322 avant Jésus-Christ. C'était un fils de médecin. Il a été élève de nombreuses années de Platon. Il a fait beaucoup de recherches et il a été précepteur d'Alexandre le Grand, qui allait jusqu'en Inde, qui a pu potentiellement découvrir l'hindouisme et le bouddhisme, qui étaient déjà implantés depuis des millénaires par là-bas. Aristote est considéré comme l'inventeur de la logique, science étudiant les lois de la pensée. Il combat les sophistes, vous savez, les professeurs de philo qui se faisaient payer par leurs élèves. Et pour lui, les substances premières sont la condition de l'existence de toute chose, les sujets individuels. Les substances secondes sont les espèces universelles, dont les sujets ou les genres. Il y a 10 genres appelés substances, dont substances, quantité, qualité, relation, le lieu, le moment, la position, la possession, l'action et la passion. À la rhétorique, il préfère étudier la nature du monde, l'ensemble des corps en devenir. Pour Aristote, les objets peuvent relever de 4 catégories de causes. Les causes motrices, la transformation d'un objet, la cause matérielle, la constitution d'un objet, ça c'est du tissu, avec de la mousse dedans. Oui, il y a de la mousse. Constitution d'un objet, la cause formelle. Ceci est un livre rectangulaire de certains centimètres de côté, de longueur et de hauteur. La finalité de l'objet, il sert à instruire les gens. Voilà, c'est des petits exemples pour mieux appréhender la chose. Il n'existe pas de forme unique à laquelle attacher toutes les autres. Par exemple, les humains, ils se ressemblent pas tous. Vous avez des grands, des petits, des maigres, des bien portants, des personnes en surpoids. Il y en a qui ont tout leur corps entier, il y en a d'autres qui ont moins de chance. Par exemple, c'est comme les chats. Ils ont un corps de base, mais ils n'ont pas tous le même pelage, par exemple. Il n'y a pas de finalité unique à laquelle tendrait tout être. On ne veut pas tous faire la même chose, heureusement. Tout être tend à réaliser parfaitement sa propre forme. Aristote invente la psychologie, la science de l'âme. L'âme est le souffle de vie d'un être vivant. Il y a 3 catégories d'âme: végétative, sensitive, intellective. Il y a une conception globale se manifestant dans la tendance des individus vivants à se nourrir et à se reproduire, assurant ainsi la perpétuation infinie de leur espèce. On retrouve une inspiration de Schopenhauer, n'est-ce pas? Les êtres vivants ont en commun la reproduction qui exprime la tendance de chacun à laisser après soi un autre être semblable.
à soi, assurant ainsi la perpétuation de l'espèce. Ça se répète un peu. Mais c'est toujours une inspiration de Chopin, hein. On retrouve bien Schopenhauer là-dedans. Même si on en est loin, hein. Mais Schopenhauer s'est beaucoup instruit. Notamment sur ce sujet-là. Chez les êtres animés en général, la perception ou connaissance sensible est la première forme de connaissance possible. Elle consiste dans l'actualisation de la capacité à percevoir et de la possibilité d'être perçu. À la capacité de connaître l'âme s'ajoute sa capacité à désirer. Nous sommes des êtres de désir. Quand nous n'arrivons pas à maîtriser nos passions. Et quand nous n'y arrivons pas, nous souffrons de frustration parce que nous n'arrivons pas à obtenir ce que nous voulons. Que ce soit au niveau matériel ou autre. Le désir de ce bien prend le nom de volonté. La métaphysique est la philosophie première parce qu'elle cherche les causes premières de toute réalité. Sa méthode consiste à formuler des apories, c'est des problèmes, et à chercher des réponses. Tout le but de la philosophie. Aristote considère que la matière et la forme ne font qu'un avec la puissance et l'acte, car la transformation n'est rien d'autre que le passage de la matière, qui possède la forme en puissance, à la possession de la forme en acte. Le bien suprême, autant pour l'individu que pour la cité, est le bonheur applicable par la vertu des hommes. La vertu se situe dans le juste milieu, entre trop peu et pas assez, entre deux défauts. Les vertus dianoétiques sont la perfection de la raison scientifique, comme la sagesse et la science. Elles comprennent la perfection de la raison pratique et calculatrice, la prudence, la capacité de décider justement, à choisir la bonne façon d'agir pour soi-même, pour sa famille et pour sa cité. Là, on est au niveau politique. Là, c'est de la politique. Pour parvenir à la sagesse, c'est donc la prudence qui indique quelles actions accomplir et lesquelles sont à exclure. Par exemple, quand il pleut comme ça, si on n'a pas à sortir, le mieux c'est de rester chez soi. Ça, on va pas dans la boue ou quand il neige beaucoup. Le mieux c'est de rester chez soi, comme ça on n'a pas de risque de casser sa voiture soi-même ou les autres. Par exemple, Aristote considère que le bonheur réside essentiellement dans la vie théorétique, c'est-à-dire dans une vie tout entière consacrée à l'apprentissage, à l'intellection et à des activités ayant pour but la connaissance. C'est-à-dire passer son temps à lire jusqu'à en avoir la migraine. Peut-être pas quand même. Faut aller se dégourdir les jambes entre deux. Parce que sinon après on a des migraines. Nietzsche peut vous le confirmer. Il passait 10 heures de ses journées à étudier. Il y a deux formes d'esclaves. Ah oui, à l'époque de Aristote, il y avait des esclaves. Mais c'était pas mal vu. C'était normal, c'était la base du peuple. Mais cette base-là ne pouvait prendre aucune décision par rapport à la cité, comme les métèques, les gens qui ne venaient pas de la cité même, les femmes et les enfants. Les femmes n'avaient aucun pouvoir politique. Et un citoyen devait être de 2 parents nés grecs. Je vous apporte des précisions parce qu'ils ne sont pas forcément présents dans le livre. Donc on a les prisonniers de guerre, la descendance d'esclaves
et les gens qui sont endettés, les petits commerçants par exemple qui n'ont pas réussi à vendre suffisamment, ou les paysans libres qui n'ont pas pu vendre leurs récoltes avec assez de profit, ou qui ont subi des intempéries ruinant leurs champs, par exemple. Et ceux qui ne parviennent pas à pouvoir à leurs besoins par eux-mêmes. Moi, je deviendrai esclave parce que j'arrive pas à trouver de travail, par exemple. Voilà. Tous ceux qui n'arrivent pas à trouver du travail par eux-mêmes, en tant que commerçant, agriculteur ou autre, ou philosophe, hein, pourquoi pas. Bah, sophiste. Ils deviendraient esclaves. Voilà. Enfin, après, moi, j'aurais le choix entre éther, épouse aussi, domestique, en tant que femme pure. Voilà. J'espère que ce petit épisode et mes petites explications, anecdotes et compagnie vous ont intéressé, que c'était pas lourd à digérer. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Des ajouts personnels, c'est pareil, c'est dans les commentaires. Tout ça dans la politesse et la bienveillance. Je préfère des commentaires neutres, ou qui me donnent des éléments complémentaires, à des choses agressives. Dans la juste mesure, dirait Aristote. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin, et au prochain épisode. À bientôt.